Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. La suppression du 1% contribution pour la solidarité se ressent-elle sur le ticket de caisse? Supprimé depuis le 1er octobre, tous les commerçants n'ont pas répercuté cette baisse. La faute à l'inflation mondiale, diront certains, ou à un bug informatique, diront d'autres. Quoi qu'il en soit, les prix sont libres et les contrôleurs de la DGE ne peuvent intervenir que sur les prix réglementés. Explication dans ce journal. Ils sont de retour, sains et saufs. Les 34 pèlerins polynésiens partis il y a 3 semaines en Israël sont arrivés hier soir à Tahiti. Ils s'étaient retrouvés coincés après l'attaque du Hamas. Pour en parler, nous recevons ce soir le père Bruno May, responsable de cette délégation partie en pèlerinage. Il nous racontera leur périple et ceux qu'ils ont vécu au plus près du conflit. Une décision de justice qui pourrait en inspirer d'autres. Le tribunal a interdit purement et simplement le Airbnb dans une résidence de Punaouia. Trop de nuisances pour les plaignants et copropriétaires. Le nombre de locations saisonnières a triplé en 5 ans et sature par là même le marché locatif longue durée. Tourisme et développement durable peuvent-ils faire bon ménage? Illustration dans une pension de Punaouia, la seule avec le label international Clé Verte. Récupération, produits d'entretien bio notamment, des pistes alors que s'ouvre la semaine du tourisme durable du Pacifique à Tahiti. Mais d'abord, ce drame à Rikitea au Gambier où un enfant de 9 ans a été mortellement percuté par un camion de la commune cet après-midi à la sortie de l'école alors qu'il circulait à vélo dans le village. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. Les précisions du maire joint par téléphone par Teivaroué. Eh bien, c'est à la sortie des écoles, là. L'enfant avec son père était en bicyclette, il rentrait tranquillement chez eux. Et au tournant, il y a un camion de la commune qui venait vers la gendarmerie. Et c'est là que l'accident s'est passé. Je pense qu'il s'est déporté peut-être vers le côté gauche du camion. Et il s'est cogné sur le côté du camion. L'enfant, bien sûr, il est décédé. Et le chauffeur de la commune, il est à la brigade de gendarmerie. On attend des nouvelles du médecin. Soi-disant, peut-être l'enfant va être évacué par avion demain par RTT pour une autopsie. Mais apparemment, la famille n'est pas d'accord, la famille de l'enfant. 2 semaines que la contribution pour la solidarité a été supprimée, 1% de taxes qui s'ajoutait à chaque intermédiaire jusqu'au prix final pour le consommateur. Reste à savoir aujourd'hui si tous les commerçants ont effectivement recalculé leurs factures. Les contrôles ont doublé depuis le début de ce mois, même si en dehors des PPN et des PGC, les prix restent libres. Explication, Natacha Silagi, Hubert Liao. Cette taxe, c'est 9 milliards de francs qui ont été restitués, on va dire, à la population. Pourtant, on a beau s'accroupir, noter les prix de chaque produit et les regarder de plus près. Quand on est consommateur, la baisse n'est pas flagrante et la facture des courses reste trop élevée. Trop élevé. Les prix sont toujours les mêmes. Je ne vois pas du tout de changement. Moi, j'ai l'habitude de faire mes courses et de noter les prix. Je ne vois pas de changement. Il n'y a pas de différence depuis le 1er octobre? Voilà. Et vu les prix, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Les classeurs, souligneurs de taille crayon en métal aussi. Les tailles crayon en métal, les protèges cahiers, 17,22. Ouais, bon. Les agents des affaires économiques contrôlent 2 fois plus les commerçants et les distributeurs depuis la suppression de la taxe. Les moyennes et grandes surfaces surtout, dans une quarantaine de magasins de Tahiti et des îles qui risquent une forte amende s'ils n'ont pas supprimé la fameuse taxe, de 100 à 600 000 francs par produit. Par ici, tu as le cahier grand carreau 21 par 29 de 96 pages. Et donc là, vous allez vérifier si la taxe sociale a bien été enlevée pour ce produit. Donc on fait un relevé, on note les références du produit, le prix qui a été relevé en rayon et ensuite la quantité de produits qu'il y a en rayon. Pour qu'après on puisse demander à la fin les factures pour pouvoir contrôler si le prix a bien été appliqué. La répercussion s'est faite, comme elle ne s'est pas faite sur les produits libres, puisqu'il faut rappeler aux consommateurs qu'en principe les prix sont libres. Et voilà, il n'y a que 2 exceptions principales, c'est les produits de grande consommation et les produits de première nécessité pour lesquels on encadre les marges.
Parmi ceux qui n'ont pas supprimé la taxe, le McDonald's de Darwey, la faute à un bug informatique. Désormais en règle, le groupe va devoir payer sa dette à la direction des impôts, mais ne promet pas de baisse de prix pour autant. On ne répercute pas ces 1% ailleurs. Par contre, ce qu'on répercute malheureusement, parce qu'on n'a pas le choix, c'est la hausse du prix du carburant, c'est aussi la hausse du transport qui a énormément augmenté ces derniers temps, c'est la hausse du prix des matières premières. Et on essaye autant que possible, parce qu'on a des prix quand même relativement bas, de la répercuter le moins possible. Maintenant, à un moment ou à un autre, on est quand même obligé de le faire. La taxe sociale rapportait 9 milliards de francs au pays, qui s'est engagé à ne pas augmenter la fiscalité pour la remplacer. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que nous avons ressenti tout le long de ce périple. Le résumé de Teoura Tarahou à son retour de pèlerinage hier soir. Les 34 pèlerins polynésiens partis à Jérusalem, en Israël, il y a près de 3 semaines, sont rentrés sains et saufs. Témoins malgré eux du conflit armé, ils ont pu quitter le pays en passant par la Jordanie et l'Italie ou par la Turquie, puis Paris. En posant le pied à Tahiti hier soir, c'était le soulagement, évidemment. Kaline Liénard, Juan Potoru et Mélissa Chong. Unis par l'amour et la foi depuis 42 ans, Emmanuel et Roselyne se retrouvent enfin. Lui était resté au Fénois et elle était partie en pèlerinage avec sa sœur. Je t'avouerai que j'ai eu peur et je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais mourir ici? Tu m'as quand même pas envoyé de Tahiti. J'ai pas fait tout ce long chemin-là, fêter mon anniversaire à Nazareth pour venir mourir ici, à Abu Ghosh. C'est pas possible, tu vas nous ramener. Tout ça est derrière, Combien même il y a un peu encore des émotions. Mais ces émotions-là, c'est normal, parce que c'est fort et donc ça s'exprime aujourd'hui. Mais tout est redevenu à la normale, elle est là, tout le monde est là, sain et sauf. Les 34 pèlerins sont arrivés hier soir, tous soulagés et heureux de retrouver le Fénois. C'était bien passé au départ, et puis jusqu'à que la guerre a déclenché, et puis c'était l'enfer. Nous avons fait un bon pèlerinage jusqu'au jour où il y a eu les bombes. Et là, ça a été très, très stressant, et la peur aussi. Hein. Et puis après, on ne savait pas trop si on venait nous chercher ou quand est-ce qu'on sortait, dans 3 jours, dans une semaine. Car avant de prendre l'avion, ils ont dû traverser Israël en bus pour rejoindre la Jordanie ou encore la Turquie. Je vous partage quelque chose. C'est... Wow, mais merci Seigneur, merci à toute la Polynésie, les différentes confessions religieuses qui ont prié pour nous. Nous sommes arrivés sans problème, sans encombre, tout s'est bien passé. Malgré tout, on entendait les tirs, les explosions. Malgré tout, ça a été très difficile. Et jusqu'à ce qu'on sache que tout le groupe soit en sécurité, là, on a commencé à ressentir du soulagement. Et maintenant qu'ils sont là, c'est encore meilleur. Un pèlerinage unique au monde, c'est ce qu'ont vécu ces 34 Polynésiens, puisqu'au-delà du stress post-traumatique, c'est bien leur foi en Dieu et ses miracles qu'ils ont forgés. Père Bruno Maï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de cette délégation de pèlerins qui est donc rentrée hier soir à Tahiti. On vous a senti serein, ou en tout cas presque rassurant toute cette semaine. Était-ce votre position de prêtre ou la situation était réellement sous contrôle? Oui, dans ce genre d'événement, il faut savoir gérer le groupe et puis les apaiser. Et c'est surtout la foi et la prière qui nous a vraiment supportés. Et quand on entend qu'ici à Tahiti, ils ont organisé des prières, je remercie beaucoup. Et à Mariantheo, dans nos paroisses respectives, on a amené des messages, ils nous ont amené des messages de soutien. Et nous, comme disait Teoura, on attendait une réponse. Comment nous allons faire pour sortir de ce pays? Voilà, on est là maintenant. Alors justement, relier Jérusalem à la Jordanie en bus était un parcours redouté. Serge Cohen-Solal, qui est le consul honoraire d'Israël ici à Tahiti, a parlé, je cite, de parcours imprudent dans le contexte actuel, sachant que la France a également envoyé un avion pour rapatrier ses ressortissants français coincés en Israël. L'agence de voyage qui s'occupait de votre pèlerinage, vous a-t-elle fait courir des risques mal calculés? Pas du tout. On était en sécurité. Quand il a travaillé pendant 24 heures, il a eu des contacts en Jordanie, des contacts de sa famille aussi en Turquie. Et les deux pays nous ont fait sortir sans visa.
Et on était en sécurité, on était bien. Pendant 24 heures, nous avons pris un jour et il est arrivé. Il a dit voilà, une bonne nouvelle, vous êtes sorti du pays. Il cherchait des voies aériennes et terrestres. Et c'est la seule porte de secours qu'il a trouvée. Mais il nous a beaucoup rassurés. Hein. On n'avait pas peur, on était bien, on était heureux de sortir de là. Alors Jérusalem, où vous étiez, est environ à 90 km par la route de Gaza, là où est le plus fort des conflits armés. De là où vous étiez, qu'avez-vous vu ou entendu déjà de ce là, conflit? quand on était sur un lieu sain, nous avons déjà eu des missiles. Hein. Nous avons entendu des canons, des fusils, des mitrailleuses, mais ça, c'était périodique. Hein. Tout ça. Et on voyait les missiles là-haut exploser au-dessus de nos têtes en sortant de l'église. On ne savait pas toujours qu'est-ce qui se passe. Hein. C'est en retour dans notre hébergement à l'hôtel chez les filles de la Charité, Saint-Vincent-de-Paul, qui accueillait les enfants orphelins. Et c'est là que nous avons l'ampleur des événements, les massacres. En une journée, 800 et quelques tués chez les Juifs. Là, et tout de suite, le lendemain, j'ai contacté le président, je le remercie beaucoup, Moïtaï Brodesson. Et lui, il m'a mis en contact avec Tita Long Mariva Leplat, qui est responsable à l'international. Et elle m'a suivi tous les jours, jusqu'en Jordanie, jusqu'à Popété, voilà. Et quand on vient d'un pays en paix, comme la Polynésie française, et qu'on est en plus un homme de foi, comment est-ce qu'on se sent? Quand tu es au cœur des événements, c'est pas évident. Et là, j'ai vu quelque chose de grand. Il a dit, la foi seule reste. Tout peut disparaître sauf la foi, la charité, l'amour. Et Dieu est toujours là, moi en tant que prêtre. Et là, c'est vraiment une prière profonde en intimité avec lui. Moi, je disais au Seigneur, ramène les 33 Polynésiens, si tu veux, garde-moi en Israël, ou par ma vie de sauver les enfants de Gaza et d'Israël aussi, des Juifs, prends ma vie. Parce que moi, j'ai pas de famille, je suis prêt à donner ma vie. Vous repartiriez, Père Bruno, bien en sûr, pèlerinage? J'ai le désir. Hein. Merci Père Bruno d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Je rappelle que vous avez été donc le responsable de cette délégation partie en pèlerinage avec en Israël. Une sœur, Lorna Parot. Moi, au point de vue spirituel, presque c'est moi. L'organisatrice de tout avec contact avec l'étoile Notre-Dame, c'est elle. Merci Père Bruno Maï d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et en radio, l'invité café demain est Roselyne Naouta. Elle faisait partie également de cette délégation de pèlerins restés bloqués en Israël suite à l'offensive déclenchée par le Hamas le 7 octobre dernier. Elle sera l'invitée d'Ibrahim Ahmed Azi à 7h10. Une minute de silence a été observée dans toutes les écoles, collèges, lycées et CJA français à 14h aujourd'hui, en hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné il y a 3 ans en région parisienne, et à Dominique Bernard, professeur de français poignardé dans la cour de son lycée à Arras il y a 3 jours, tous les deux tués dans l'exercice de leur fonction par un terroriste. Image ici au collège de Tiperoui à Papeete. On écoute le principal Benoît Montaubric, interrogé par Hubert Liao. 2 professeurs pour lesquels il était important d'expliquer aux élèves dans quelles circonstances ils sont décédés. Ils sont décédés pour avoir défendu la liberté d'expression, pour avoir exercé leur métier, pour avoir fait vivre des valeurs qui sont des valeurs universelles, qui sont celles de l'école, liées à la fraternité, à l'égalité, à la liberté, mais aussi à la laïcité. Et donc ça a été le moment de pouvoir l'expliquer aux élèves, de les rassurer aussi, parce que ce sont leurs maîtres, leurs professeurs qui ont été atteints et eux-mêmes se sentent touchés. Et donc ça a été un moment qui a permis de l'expliquer, de le contextualiser. À Raiatea, les recherches ont repris après la disparition d'un homme de 76 ans qui avait volontairement quitté son domicile samedi matin. L'hélicoptère de la marine, les forces de l'ordre et la population restent mobilisés dans la vallée de Wharoa à Taputapuatea. L'homme est vêtu d'un t-shirt blanc et d'un short jaune. Et il est également parti avec son fusil. On écoute un ami qui participe aux recherches, mais d'abord le fils du disparu. Ils répondent aux questions de notre correspondante Mahana Tepa. C'est malheureux pour la famille, pour nous, pour ma maman. Comme ma maman elle est malade. Et ça me fait toucher au cœur aussi. Ce qu'il a dit à ma maman, c'est un peu dérangé pour moi parce qu'il a dit que c'est pas la peine d'aller le chercher ou vous n'allez pas le trouver. C'est ça que je m'inquiète un peu.
qu'il a dit, comme il connaît bien cette zone-là de Faro, hein, c'est ça qui est malheureux en fait. Je pense que faut pas qu'on se focalise trop sur la distance, hein, puis son état de santé. C'est quand même quelqu'un d'assez âgé aussi. Hein. Et il faudrait plutôt se concentrer où il travaillait plus de 30 ans aussi, là, chez le secteur Tiou, Oufa. Hein. Là, on est à chercher peut-être trop loin pour ma part. Hein. Voilà. C'est une décision qui pourrait en inspirer d'autres. La Cour d'appel de Papeete a confirmé la fin des locations de courte durée pour une résidence de Punaouia. Comprenez la fin des Airbnb Royal Palms. Les voisins et plaignants n'en pouvaient plus des nuisances sonores et la justice leur a donc donné raison. Le point avec Chiquita Teiva et Jacques Damour. Allées et venues incessants, bruit à des horaires indus, dégradation des parties communes, la location saisonnière un cauchemar pour les copropriétaires du Royal Palms. Leur syndicat a porté l'affaire en justice et ils ont obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Papeete. On a basé notre argumentation en fait sur 2 points. Tout d'abord, le règlement de copropriété de la résidence qui contient ce qu'on appelle une clause d'habitation bourgeoise stricte, donc qui encadre en fait très strictement l'utilisation que l'on peut faire de son bien immobilier. Et ensuite, on l'a bien sûr basé sur les troubles du voisinage, puisque malheureusement les locations de courte durée génèrent quand même pas mal de nuisances pour les voisins. En effet, la clause d'habitation bourgeoise exclusive du règlement de copropriété du Royal Palms n'autorise ni l'exercice d'une profession, ni la location saisonnière, sauf accord de tous les propriétaires. Il y a eu des mises en demeure qui ont été adressées. Certains ont cessé déjà, en se disant on va se ranger aux arguments du syndic de la copropriété. D'autres ont perduré, ce qui a entraîné en fait la mise en œuvre d'une procédure judiciaire. Selon l'Office du tourisme, le nombre de biens en location de courte durée est passé de 800 en 2018 à 2400 aujourd'hui. La location saisonnière, oui, à condition d'être bien gérée. Ça fait partie des directives qu'on donne aux locataires pour qu'ils respectent les horaires de nuisances sonores, par exemple, pour qu'à partir de 10h le soir, il n'y ait plus de bruit pour la copropriété, qu'ils fassent attention aux arrivées et départs avec les valises pour ne pas les laisser traîner ou faire du bruit. Voilà. Donc c'est un problème de gestion des touristes. Quand ils viennent direct avec le propriétaire et qu'il n'y a pas d'information du propriétaire, ça peut être plus nuisant. Moralité, avant d'investir dans un appartement destiné à la location saisonnière, mieux vaut vérifier la clause de destination de l'immeuble avant d'acheter. Et une autre façon de faire du tourisme, justement, avec l'ouverture aujourd'hui de la semaine du tourisme durable du Pacifique dans un hôtel de Fa'a. Des tables rondes et des ateliers réservés aux professionnels autour de la prospérité économique, de la valorisation de la culture ou encore des océans sains. Vendredi se tiendra un conseil des 15 ministres du tourisme du Pacifique à la présidence. On écoute un des participants aux tables rondes d'aujourd'hui. Le directeur du Farenatura de Moorea est interrogé par Jacques Damour. On l'écoute. Je vais faire une petite intervention sur la façon dont au Farenatura on a réussi à intégrer finalement des connaissances traditionnelles, des sciences polynésiennes dans l'approche touristique. Donc l'idée c'est de pouvoir montrer qu'il existe une voie lorsqu'on veut valoriser des savoirs anciens et ça intéresse tout à fait les touristes qui viennent sur le territoire. Et justement, un des gages de tourisme durable, c'est aussi le label international Clé Verte qui certifie les hébergements respectueux de l'environnement. Encore faut-il effectuer les démarches pour l'obtenir. En Polynésie, une seule pension de famille est ainsi labellisée. À Punaouia, les propriétaires mettent un point d'honneur à alléger au maximum leur empreinte sur la nature. Ismaël Tayata et Nicolas Suire. Mon biodis dedans. Travailler sans gants, c'est un peu comme faire des acrobaties sans filet. Mais il n'y a rien à craindre. En 6 ans, Louisa n'a jamais eu de problème aux mains. Parce que c'est des produits bio qu'on utilise et ça n'atteint pas la santé ni notre peau. Anne-Marie, c'est la reine de la récupération. Ici, rien ne se jette, tout se transforme. À partir d'une serviette, par exemple, elle obtient un tapis de bain. Et les tiféfés, c'est pareil, on a des tiféfés bleus et blancs. Et quand ils sont tachés ou qu'il y a un accroc, en fait, je fais des nappes pour mettre sur les terrasses.
En fait, c'est tout simple, on récupère et en fait c'est ce que faisaient nos parents et nos grands-parents. Hein. Moi j'ai été élevée comme ça. Des gestes quotidiens, des attentions ciblées, Vanessa vérifie l'échéancier pour les tâches à faire, une obligation pour garder le label. Il y a 110 critères à respecter et ça peut être du simple fait d'utiliser des produits bio pour le ménage que d'avoir assez de panneaux solaires pour produire suffisamment et ne pas consommer beaucoup d'électricité. Même sur les commentaires des clients, eux aussi sont satisfaits qu'on fasse un peu du bien pour la planète. Le label Clé Verte, c'est son bébé. Vincent est un vrai éco-citoyen. Il regrette cependant d'être la seule pension labellisée. Au niveau commercial, il faudrait qu'il y ait plus d'entreprises labellisées dans le secteur, par exemple, des pensions de famille, pour que les agents de voyage, pour que le pays puisse commencer à véritablement s'appuyer sur une base suffisante pour pouvoir faire de la publicité là-dessus. Très souvent, cette labellisation passe inaperçue lors des réservations. La recherche du bien-être reste la priorité du client. C'est propre. Ils prennent soin, le moins de petites choses, ils sont très attentionnés. Ils sont à l'affût pour voir si on est bien, si on est heureux, si tout va bien. Donc c'est important. Il a fallu 9 ans à Vincent pour obtenir le label Clé Verte dans le secteur de la chambre d'hôte de Thierry. 80% des clients sont métropolitains. Les résidents et les Européens complètent les 20% restants. L'ancien ministre des Sports de 1991 à 1993 et ancien maire de Tapu Tapu Atea, Tony Hiro, est décédé hier à l'âge de 76 ans. Ancien président du club de football de l'ASJT, il était aussi une figure du football polynésien. Son corps sera exposé ce soir au complexe de JT à Piré, où une prière sera dite en ce moment même. Il sera rapatrié à Raiatea demain, où une veillée publique sera organisée à partir de 16h à la salle Omnisport d'Avera, avant ses obsèques prévues jeudi. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. C'est le retour des 34 pèlerins polynésiens partis il y a 3 semaines en Israël. Ils s'étaient retrouvés coincés suite à l'offensive déclenchée par le Hamas le 7 octobre dernier. Ils sont tous rentrés hier soir à Tahiti, sains et saufs, après un long périple par la Jordanie et l'Italie ou par la Turquie, puis Paris. À la une de Tahiti Info demain, Michel Monvoisin rassurant sur Air Tahiti Nui. À suivre, une soirée de série avec Designated Survivor suivie de Scandale. L'actualité locale continue dès demain matin, 5h, en radio avec Carlos Natua et Ibrahim Ahmedazi. On se quitte en musique avec un extrait de la symphonie composée par Jean-Christophe Bouissou, le musicien. Très belle fin de soirée à tous, sur la première bien sûr. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet